quelques éléments, non pas de synthèse, mais pour revenir un petit peu sur ce qu'on a entendu. On a entendu parler d'une très grande variété d'initiatives en faveur de la diversité d'expression culturelle et de paysages culturels aussi très variés qui ont été évoqués aujourd'hui. On a entendu parler du château de Versailles et de Choubac, le jeune festival des cultures arabes contemporaines de Londres. On a entendu parler également des politiques publiques au Canada en faveur de la diversification des publics. On a entendu également parler de l'action de l'Office franco-allemand de la jeunesse, de celle d'ATD Carmonde, celle de l'association Générique également pour la préservation de la mémoire de l'immigration, du travail enfin de l'Observatoire des politiques culturelles de la Fondation Gensagen sur la place de l'interculturel dans l'éducation artistique et culturelle, de l'exposition Après Babel traduire sur la traduction au MUSEM pour la fin 2016, ou comment dire quelque chose de la traduction dans un contexte métropolitain euro-méditerranéen plurilingue et multiculturel comme celui de Marseille. On a parlé dans un tout autre genre de Tempelhof, dont on a vu des images, l'ancien aéroport de Berlin, désaffecté désormais, et des festivals de musiques actuelles de Berlin, ainsi que du réseau européen des festivals. On a parlé du musée d'histoire des Juifs de Pologne, qui vient de réouvrir il y a, je crois, 1 an et demi ou 2 ans. J'espère que je ne fais pas d'erreur sur les dates, mais Darius Tola nous rectifiera ça. On a parlé également des nouveaux musées qui ont émergé dans les 10 dernières années, des nouveaux musées afro-brésiliens au Brésil. On a également évoqué les villes divisées, les nouvelles dynamiques qui existent entre les villes divisées à la frontière germano-polonaise. On a évoqué Demos aussi et la politique de diversification de la programmation de la Cité de la musique à Paris. On a également évoqué l'action des bibliothèques comme acteurs centraux et très spécifiques de la promotion de la diversité des expressions culturelles. On a parlé également des effets de diversité artificielle dans les cinémas du monde. On a eu un retour d'expérience. On a eu également un retour d'expérience sur les enjeux de design et de participation de communautés issues de l'immigration est-africaine dans une exposition très novatrice il y a une dizaine d'années à peu près dans un des principaux musées de Suède. Voilà, je ne peux pas tous les citer, mais on a également évoqué la question des services de médias à la demande et de la diversité de l'offre culturelle en ligne. Et un grand merci à Francine Marianne Ducret, membre du CSA, de nous avoir tendu la perche vers la thématique de notre prochaine rencontre, qui aura lieu le 17 décembre, qui s'appelle Les Nouvelles Fabriques de la Curiosité. Notre prochaine rencontre dans le cadre des 10 ans de la Convention de 2005, qui portera sur l'impact du numérique et de l'analyse des mégadonnées sur la diversité de l'offre culturelle en ligne. Pour finir, on a également évoqué le déficit d'initiative institutionnelle, enfin c'est Jérôme Clément qui l'a fait, le déficit d'initiative institutionnelle au niveau européen notamment, dans les 10 dernières années dans ce domaine. On a évoqué l'action des fondations d'entreprises et la spécificité du mécénat culturel par rapport au mécénat de solidarité, et l'importance par exemple des itinérances d'exposition des établissements publics. On a également évoqué l'action d'une fondation comme la Fondation Annaline pour le dialogue interculturel euro-méditerranéen. On a parlé aussi du fait qu'un institut comme l'Institut Cervantes, cela sert aussi à promouvoir aussi de la littérature mexicaine ou de la culture judéo-espagnole et ladino, dans une vocation très particulière propre à cette institution, qui a d'ailleurs au passage souligné sa volonté de travailler de plus près avec les instituts culturels étrangers comme l'Institut français ou les alliances françaises, au-delà des rapports évidemment cordiaux qui existent. On a brossé le panel des actions du Forum des instituts culturels étrangers à Paris, puis de la variété des structures impliquées et des échanges qu'elles mettent en place. Et enfin, on a pu voir toute l'amplitude de l'action de l'OIF, de l'Organisation internationale de la francophonie, pour la mobilité des artistes, l'appui à la traduction, à la circulation des œuvres et le développement de l'entrepreneuriat culturel, entre autres. Alors, vous retrouverez en ligne les synthèses et les captations de ces interventions. Ils vont être rendus disponibles sur la plateforme Culture Tech de l'Institut français. On va également les retrouver très probablement sur le site ou les sites du FICEP. On est en train d'évoquer des pistes avec le secteur des sciences sociales et humaines de l'UNESCO pour la publication de certaines interventions dans la Revue internationale des sciences sociales. J'imagine que d'autres possibilités pourront émerger, notamment avec les représentants des associations qui sont présents. On pourra, si vous voulez, en parler pendant la réception qui nous attend au 7e étage, bien mérité pour, évidemment, l'ensemble des participants. Je reviens très rapidement sur les propos liminaires donc, de Jérôme Clément, en introduction à la table ronde qu'il vient de présider, et du déficit, peut-être, d'initiatives institutionnelles dans ces 10 dernières années pour la promotion de la diversité d'expression culturelle. Alors, juste quelques mots là-dessus. Parfois, les engagements internationaux peuvent se démonétiser. Nous nous engageons
sur des principes de bonne aloi, parfois vite recouvert par le bruit indistinct de la mondialisation, et puis les multiples discours qu'il suscite, des discours qui peuvent charrier leur lot de craintes, de perte de repères, de repli identitaire, et au milieu desquels, dans ce bruit, le dialogue interculturel semble n'être parfois qu'un vain mot, ou au mieux la caution donnée à une forme de nomadisme cosmétique, de diversité culturelle pour CSP++, comme on pourrait dire en français. Alors du coup, face à parfois ces moments pas d'abattement, mais d'évaluation, de démonétisation qu'on peut entendre, c'est des bruits qu'on entend, on peut se dire Déclaration universelle de 2001, Convention de 2005, décennie pour le rapprochement des cultures, à quoi bon en fait ? Et puis la montée des extrêmes, et puis l'éruption de la violence pure nous réveille. Et là, je reviens au propos d'introduction d'Hassan Arfaoui ce matin. Alors, de fait, les engagements internationaux résonnent mieux. C'est triste à dire en un sens, mais c'est vrai, quand les marques de l'intolérance viennent frapper de plein fouet nos sociétés. Tout à coup, on se souvient que ce sont des engagements qui peuvent signifier quelque chose, surtout quand cette violence prend les formes les plus radicales de la négation de l'autre, y compris dans ses pérennités patrimoniales et en touchant évidemment des vies directement. Avec le risque derrière qui pèse de se retrouver à voir émerger un état de guerre civile permanente, pour reprendre les propos de Mireille Delmas-Marty tout à l'heure. Alors, face à ces menaces, qu'est-ce que c'est le dialogue interculturel? En fait, c'est une arme décisive, de fait, ou c'est un ensemble d'armes décisives, parfois assez techniques, et c'est sans doute comme ça qu'il faut le voir, surtout après vous avoir entendu. Et ceux qui savent manier ces armes pacifiques, ce sont les acteurs culturels, éducatifs, associatifs que vous êtes, qui travaillent au quotidien à une pédagogie de l'altérité, à une pédagogie du respect. Ce sont des moyens évidemment essentiels pour lutter contre les trois maladies du vivre ensemble dont parlait Elias Sambar ce midi, la maladie des origines, la maladie de la différence, et puis aussi cette étrange maladie, si j'ai bien compris ce qu'il a dit, la maladie d'une diversité qui ne serait acceptable qu'en tant que diversité seulement chez les autres. Alors, avec nos collègues du ministère français de la Culture et de la Communication et de la mission Vivre Ensemble, présidée par Bruno Macquart, on a essayé donc de connecter deux projets. D'un côté, un exercice d'une remontée de bonnes pratiques au niveau européen élargi en matière d'initiatives croisées entre les institutions culturelles et l'extraordinaire dynamisme du tissu associatif dans la lutte contre l'exclusion, d'un côté, et puis de l'autre, l'agenda du dialogue interculturel à l'occasion de ces 10 ans de la Convention de 2005. Alors, en 10 ans, depuis l'adoption de la Convention sur la diversité des expressions culturelles, il y a des initiatives exemplaires qui ont émergé. On en a partagé quelques-unes aujourd'hui, en essayant de prendre en compte la variété des acteurs impliqués, institutions publiques, acteurs culturels, associations, fondations privées. Alors, c'est à nous, et en fait c'est à vous, de faire en sorte que ces quelques initiatives exemplaires dont on a pu parler aujourd'hui puissent être mieux connues, qu'elles soient durables et éventuellement réplicables, et pas seulement des one-shots, comme on dit en bon français, d'où l'importance des partenariats entre institutions de formats différents, importance qui a été maintes fois rappelée dans les différents échanges, et que les échanges qui ont eu lieu aussi aujourd'hui puissent contribuer à une meilleure circulation des projets et des idées. Voilà, je vous remercie et je passe la parole au sous-directeur général de l'UNESCO pour la culture. Merci. Merci. Monsieur le Président de la Commission nationale française pour l'UNESCO, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, Mesdames, Messieurs, chers amis, il me revient l'honneur et le plaisir de clôturer en quelques mots, je serai bref, cette journée riche et intense de débats et de discussions autour des outils du pluralisme culturel. Je voudrais remercier ici chaleureusement la Commission nationale française auprès de l'UNESCO qui s'est mobilisée avec succès avec ses différents partenaires pour organiser cette belle rencontre. Cette mobilisation a fait la force de cette conférence car elle était portée par la voix d'acteurs multiples,
publics et privés engagés au quotidien pour faire vivre la diversité des expressions culturelles et permettre la présence et l'émergence de différents secteurs culturels, y compris les plus dynamiques. Qu'il s'agisse du patrimoine, des musées, de la création artistique, des médias ou des industries culturelles, n'oublions pas que les politiques de la culture ce sont d'abord des hommes et des femmes engagés dans le partage des valeurs et des pratiques qui définissent notre pluralisme. À Palmyre, le directeur du département des Antiquités, le docteur Khaled Al-Assad, qui consacra toute son existence à la sauvegarde de ce site, a payé de sa vie cet engagement. Aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout à des personnalités comme lui qui nous pensons, lui qui voulait faire vivre, sans renoncer, une certaine idée du dialogue et de la mémoire partagée. Je rends honneur à sa mémoire. Mesdames et Messieurs, au terme de cette journée de débat, je constate que nombre de participants se sont rejoints pour remettre la culture au cœur des priorités du dialogue, de la cohésion sociale et du développement durable. Pour l'UNESCO, comme vous savez, a engagé depuis de longs mois au sein des Nations Unies pour faire en sorte que la culture soit mieux prise en compte dans les politiques et les stratégies internationales du développement après 2015 et maintenant pour 2030, cet engagement a valeur de confirmation et d'encouragement. Avec l'adoption des nouveaux objectifs pour le développement à New York, il y a quelques jours, nous ouvrons un nouveau chapitre. C'est avec nous, représentants des professionnels de la culture, que nous devons écrire cette histoire. Quel sera le rôle de la société civile dans la culture? Du marché? Quelle politique publique faudra-t-il encourager? Sur quels critères jugera-t-on de la qualité d'une politique culturelle? Et puisque cette journée est placée sous l'égide du 10e anniversaire de la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, ajoutons cette autre question essentielle à la Convention. Face au nouveau débat sur les frontières et les circulations, que ferons-nous pour soutenir la mobilité des artistes, les échanges, la création vivante? Et saurons-nous faciliter l'accès des pays du Sud au marché diversifié des biens et services culturels? Comment répondre aux défis posés par l'Internet et les nouvelles technologies de la communication et de l'information, y compris les réseaux sociaux? Ce que nous cherchons aujourd'hui, ce n'est pas seulement du développement, c'est du développement durable, de la croissance durable et inclusif. Or, la grande force de la culture, c'est sa double nature économique et sociale, matérielle et immatérielle. Elle apporte de la croissance et des emplois, bien évidemment, mais elle porte aussi, surtout des valeurs, des identités, des repères, des idées et des créations. Cette double nature en fait un levier essentiel de durabilité sur le long terme. L'enjeu pour l'UNESCO, grâce à ces outils du pluralisme dont vous avez parlé aujourd'hui, est de construire des politiques innovantes capables de gérer cette double dimension. L'enjeu, c'est de faire comprendre que l'économie créative est utile à l'économie comme à la cohésion sociale et à la formation des individus capables de raisonner et de créer, qu'elle est un moyen de valoriser les citoyens, de redonner de l'estime de soi, surtout dans des pays fragilisés par la crise, et de concevoir des politiques adaptées pour libérer ce potentiel. C'est vrai pour les pays en développement ou émergents, et nous voyons combien la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Brésil investissent massivement dans le secteur culture. Mais c'est vrai aussi pour les pays développés, et ici même en Europe, où il est estimé que les industries culturelles et créatives ont représenté en 2014 pas moins de 7,1 millions d'emplois pour un chiffre d'affaires estimé de plus de 500 milliards d'euros. De la conception à la production des produits audiovisuels, du spectacle vivant aux nouveaux médias, de l'édition aux arts visuels, notre diversité culturelle est une diversité créatrice. Elle offre un paysage, certes fragmenté et même fragilisé, qui se modifie chaque jour sous les effets des bouleversements induits par la révolution numérique et par les conflits culturels. Ce nouvel agenda nous appelle dès maintenant à repenser la circulation des biens et des services culturels, les modes d'accès, de production et de distribution, aussi bien que les statuts des créateurs.
Indépendamment de ces mutations technologiques, il reste beaucoup à faire pour encourager cette vitalité culturelle et stimuler la création de contenu local, soutenir l'industrie culturelle indépendante, défendre les artistes sur les marchés internationaux et surtout défendre le pluralisme culturel. C'est l'un des messages importants que je retiens de vos discussions et l'une des priorités de l'UNESCO. C'est aussi, dans un autre contexte, le message porté par des très nombreux créateurs et artistes à travers le monde qui se battent pour la liberté des créations artistiques. C'est une évidence, mais il n'y a pas de création sans liberté des créations. Je veux vous assurer que l'UNESCO continuera de porter ces messages haut et fort. Mesdames et Messieurs, le souhait d'un pays de protéger et de promouvoir la diversité de ses expressions culturelles ne signifie pas une fermeture au reste du monde. Il n'est pas question ici de repli, mais d'échange et d'ouverture et de mobilité. Les principes directeurs de la recommandation sur la diversité culturelle et la Convention de 2005 sont très clairs sur ce point. Ils rappellent le respect des libertés fondamentales, l'égale dignité des cultures et la nécessité de coopération internationale et de solidarité. Ils insistent également sur la juste place de la culture dans le développement, comme je viens de dire, sur l'accès équitable aux expressions culturelles et sur les deux principes fondamentaux d'ouverture et d'équilibre qui devraient irriguer les politiques culturelles. Le message porté par l'UNESCO est que cette diversité, d'ici à 2030, sera une ressource précieuse pour atteindre les nouveaux objectifs de développement, qu'il s'agisse de lutter contre la pauvreté, de promouvoir l'égalité de genre, l'éducation de qualité ou les droits de l'homme. Afin de préserver cette diversité, nous devrons encourager les gouvernements à instaurer des cadres institutionnels et juridiques de gouvernance de la culture qui soient à la fois ouverts, transparents et participatifs. Nous devrons le faire dans un dialogue permanent avec la société civile, notamment avec ses représentants des instituts culturels, des musées, des grands établissements publics, des associations ou des coalitions nationales pour la création et la diversité culturelle qui sont avec nous aujourd'hui et qui agissent à travers le monde pour inventer et faire vivre le pluralisme de demain. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que les outils du pluralisme dont vous êtes les gardiens deviennent, au niveau global, les instruments de politique placés au service d'une véritable démocratisation culturelle et d'un véritable pluralisme culturel. À nouveau, permettez-moi de vous remercier de votre venue à l'UNESCO et de vous dire combien nous nous réjouissons d'avoir pu engager avec vous une discussion sur l'avenir du pluralisme dans nos sociétés. Je vous remercie de votre attention.